Salut, c'est Franck Taluto. Au début des années 2000, Lucien Mettomo semblait programmé pour devenir le patron du secteur défensif stéphanois. Oui mais voilà, une grave blessure, l'affaire des faux passeports et des choix plus ou moins heureux ont perturbé une carrière achevée en deuxième division grecque. Une trajectoire qu'il évoque avec franchise, répétant aussi son amour pour le maillot vert et son public. Dessous de verre 16e numéro, deuxième épisode, ça démarre tout de suite. Toi qui as porté le maillot vert de 1996 à 2001, tu peux nous raconter comment s'est fait ton départ du Cameroun pour Saint-Etienne justement ? Tu as été repéré là-bas, comment ça s'est passé ? Je suis arrivé à Paris, je venais faire un tournoi avec la sélection des 18 ans, 19 ans du Cameroun. On était venu pour un tournoi de la francophonie en 93. Et puis François Blacard était venu superviser ce tournoi-là. Et j'avais tapé à son œil. Et puis il m'a proposé de venir faire un essai à Saint-Etienne. Et je suis venu à Saint-Etienne. J'ai fait un essai. Il y avait Roger Chassan qui était là comme entraîneur de la réserve. Et donc j'ai fait cet essai-là. Il a été concluant et j'ai intégré le centre de formation. Et j'ai retrouvé des garçons comme Willy Sagnol, comme Adel Chetli, comme Papessa, Romain Révelli, Jérémy Janot, Kamara Zoumana. On a cheminé ensemble. Et quelques années après, j'ai passé l'échelon de stagiaire à professionnel à l'arrivée de Robert Nouzaré. On va y venir, mais juste, je voulais savoir, Roger Mila a joué un petit moment à Saint-Etienne, mais est-ce que ce club est connu au Cameroun ? Est-ce que toi, tu connaissais ce nom ? Est-ce que ta famille connaissait ce club ? Oui. Et je dois vous dire aussi qu'en fait, quand j'arrive en France, je ne tape pas que dans les yeux du recruteur de Saint-Etienne, je tape aussi dans les yeux du recruteur de Cannes, de l'AS Cannes, mais mon grand frère, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui lui vivait déjà à Paris. D'accord. Et qui connaissait Saint-Etienne, on va me dire, entre Cannes et Saint-Etienne, lui il penche pour Saint-Etienne. Et moi, je ne mesurais pas réellement ce que Saint-Etienne représentait, mais je me souviens que je regardais des journaux comme 11 Mondial qui paraissaient en Afrique, et donc je voyais Saint-Etienne, Larquet, Révelli, vous voyez ces noms-là, mais je ne mesurais pas en réalité ce que ça représentait. J'imagine que passer du Cameroun à Saint-Etienne, dans la vie quotidienne, ça doit faire quand même beaucoup de changements d'un coup. Je me suis retrouvé à Saint-Etienne. J'avais pas autour de moi la famille. J'avais découvert un matin qu'il y avait le sol avait tout blanchi. Je comprenais pas bien tout ce que c'était, mais c'était de la neige. Et donc, il a fallu s'accrocher. Heureusement que, il y avait cette petite communauté afro qui était déjà un club, je veux dire, les Papessa, les Zoumanais, tout ça, et cette autre communauté qui était dans la ville, et surtout des amis frères, il faut que je le dise, des amis frères, comme Willy Sagnol qui n'hésitait pas le week-end quand il fallait partir chez les parents, m'ont proposé d'y aller. Et ces gens-là m'ont accueilli, ça m'a beaucoup aidé à tenir pendant, et de devenir ce que j'ai pu faire dans le foot. J'ai lu aussi en regardant tout à l'heure qu'il y avait une petite communauté camerounaise aussi. Il y avait Romarin Bilong, Augustine Simo, Blaise Mamoun, qui étaient peut-être pour certains un peu plus âgés, mais est-ce qu'ils t'ont aidé à t'adapter ? Et quand j'arrive, Douala Mbela qui était, Blaise Mamoun va arriver après, il va nous rejoindre. Après, Augustin Simo va nous rejoindre. Et oui, forcément, quand vous avez des compatriotes qui arrivent comme ça, j'ai envie de dire la famille s'agrandit et il ne faut pas mettre de côté l'apport des autres frères dont je disais tout à l'heure, Sagnol, Chetli et j'en passe. Non, ça s'est agrandi et c'est bien que la mayonnaise est prise et que tout le monde s'est senti à l'aise. Et ça, particulièrement, je me suis senti, j'ai toujours été quelqu'un qui aime avoir autour de lui la famille. Donc, j'avais cette famille-là. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Comme tu le disais tout à l'heure, pour toi, tout a commencé avec Robert Nouzaré. Tu n'avais pas encore 2 matchs de Ligue 2 au compteur. Lui arrive, il prend l'équipe et dès la première journée, il te titularise. Est-ce que tu te souviens de tout ce qui s'est passé cet été-là ? Est-ce que concrètement, il t'a dit, cette saison, je compte sur toi ? Je me souviens que nous sommes l'année, cet été-là, quand je pars en vacances, je reçois
une correspondance qui me dit que je vais reprendre les entraînements avec l'équipe première. Je suis fou de joie. Donc, j'écoute mes vacances au Cameroun. Je reviens préparer. Je pars à stage. Je fais tout pour être dans les petites notes des entraîneurs. Je veux dire, travailleur. Et quand je commence à faire les matchs avec les Nestor Soubiat, les Gilles Leclerc, c'était Kader Ferraoui, c'était fabuleux. Et quand je vais refaire mon premier match, je me souviens, je sais plus si c'était Guingamp, que je vais avoir Papin. Et ben ouais, je commence à dire ça avance tout doucement. Il faut continuer. Et d'autant plus que c'est une superbe saison. Pour la première, tout vous avez souri, vous remontez en Ligue 1 et le public se prend de passion pour cette équipe. Il y a un équilibre entre joueurs expérimentés et jeunes joueurs. Il y avait un parfait équilibre. Ouais, c'était une saison magnifique, exceptionnelle. Il n'y a pas de mots pour ça. Le peuple vert était debout. Et on a vu ce que ça a donné. C'était exceptionnel. On a fait des résultats. Il y avait une ambiance dans la ville, dans l'équipe, une solidarité à nulle part pareil. Quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez qu'avoir des bonnes choses. C'est ce qui est arrivé. Il y avait cette force collective, mais même toi, au niveau individuel, je crois que tu marques 6 ou 7 buts en championnat. Pour un défenseur central, c'est assez remarquable. Oui, mais c'est une saison que... à chaque fois, on m'en parle. Oui, c'est pas tout le temps que vous avez un défenseur qui marque 7-8 buts. Je me souviens même que j'avais été cité parmi les meilleurs joueurs. J'ai été dans l'équipe type de la saison. Oui, c'était quelque chose que le coach avait mis en place. Et certains joueurs, notamment Nestor Soubiat, avaient bien intégré. Et Kader Ferraoui, tous ces grands-là avaient bien intégré cette affaire-là. Et ça m'avait permis de marquer ces quelques buts-là. Et bon, aujourd'hui, quand on s'écrit, on en parle. Ah, c'était une saison formidable. Est-ce que le plus beau, ce serait pas celui que tu marques au Stade de France ? Parce qu'un match de Ligue 2 déjà qui se déroule au Stade de France, c'est assez rarissime. Mais avec en plus une reprise de volée de 20-25 mètres. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que j'ai à dire ? C'était Saint-Etienne. Il n'y a que Saint-Etienne. Je suis désolé, qui peut jouer au Stade de France dans ces conditions-là. À ce moment-là, d'avoir marqué ce but-là. Et d'ailleurs, j'en parlais encore l'autre jour avec des amis. Il était, voilà. Jusqu'aujourd'hui, je dis simplement que cette action-là, elle ressemblait à celle que j'avais essayée à l'entraînement, à celle que j'avais essayée quelques fois en match. Elle s'est conclue par ce but-là. Eh ben, c'était formidable. Devant un public de Stéphanois extraordinaire, devant un stade magnifique, avec des grands noms, Renaud qui avait donné le coup d'envoi. Voilà, c'était parfait. C'était vraiment... c'était... voilà, ça reste... voilà, je pense que c'est le meilleur des buts que j'ai marqué dans ma modeste carrière. La saison suivante, donc, c'est celle du retour en première division. C'est comme ça qu'on appelait la Ligue 1 à l'époque. Vous restez sur cette dynamique très offensive, mais avec un carré d'éléments offensifs de grande qualité. Alex, José Aloisio, Stéphane Pedron, Chireso Aguel. Vous finissez 6e. Est-ce que c'est une saison où tu t'es régalé, toi, personnellement ? Ben, c'est une saison où... un peu mitigé quand même, parce que on avait beaucoup d'ambition. On a fait venir beaucoup de joueurs. On a fait venir Jean-Guy Wallem, on a fait venir Gouel, on a fait venir Aloisio, Alex. Et puis bon, je crois que on a donné beaucoup de plaisir. Je pense que les matchs où on était les plus attendus, on n'a pas déçu. On a fait comme une équipe qui faisait son apprentissage de la première division. Mais je pense qu'on s'était bien comporté. Cette saison-là, il y a quelques matchs qui ont marqué les mémoires. Je vais parler surtout du 5-1 face à Marseille, forcément avec les supporters marseillais qui partent à la mi-temps en jetant leur siège sur le terrain. Tu te rappelles de cette soirée ? Ah, exceptionnel. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, ça reste quelque chose d'important, d'essentiel dans la mémoire des Stéphanois. Les Marseillais étaient rentrés ce jour-là. Je crois que même eux, ils n'ont pas oublié. Ils n'oublieront jamais. Alex avait été... il avait été exceptionnel. On avait su tous les plans, on avait dominé ce match-là. Et vous savez, quand vous êtes comme ça, Geoffroy Guichard, il
Il n'y a aucun club qui vous résiste. Aucun club ne pourrait vous résister quand vous êtes dans cet état-là à Geoffroy Guichard. Je ne veux pas dire simplement nous à cette époque-là, mais même l'équipe aujourd'hui, quand elle est dans cet état d'euphorie-là, eh ben, personne ne peut résister. Eh ben, oui, ça fait partie des résultats que les Stéphanois ont gardés en cœur, et c'est bien. Vous étiez donc des promus à ce moment-là, vous terminez 6e. La dynamique semble bonne, mais comme il se passe toujours quelque chose à Saint-Étienne, forcément, tout va se détraquer un petit peu. À l'été 2000, donc les dirigeants font le choix de la sécurité, vous préservent en refusant de jouer la Coupe Intertoto qui aurait pu vous permettre ensuite de jouer la Coupe d'Europe. Sauf que derrière, c'est une saison catastrophe qui s'enchaîne avec l'affaire des faux passeports et de graves blessures. Il y a tout de suite celle de José Aloisio et puis la tienne qui arrive, je crois, au mois de décembre derrière. Ben oui, comme dirait l'autre. Eh ben, quand on est au sommet, des moments, il faut faire attention parce que on peut dégringoler très vite. Il s'est passé simplement que entre l'administratif et le sportif, eh ben, je peux pas vous dire parce que j'étais très moins intéressé par ce projet-là. Ce qui m'intéressait, c'était de jouer. Je m'interrogeais pas si les dirigeants avaient eu raison de pas nous laisser aller à l'Intertoto ou pas. Moi, ce qui m'intéressait était de jouer. Eh ben, mais c'est quelque chose qui a annoncé, malheureusement, ces périodes difficiles que nous avons connues, entre les blessures d'Aloisio, ma blessure à moi, l'histoire des passeports, et puis voilà, ça s'est enchaîné. Et malheureusement, voilà, le club n'a pas résisté, et on a plongé. Comment toi, à titre vraiment personnel, tu avais vécu cette affaire des faux passeports ? J'étais plus focalisé sur le jeu, tu vois. J'avais pas l'âge, j'avais pas l'expérience de m'occuper de tout ce qui était hors de l'équipe. En plus, j'étais blessé. Donc, malheureusement, j'ai pas compris. Mais, quand j'ai vu l'ampleur que prenait l'affaire, je me suis dit, ça va pas être bon, c'était cette histoire. Eh ben, j'ai pas eu tort. Finalement, on a plongé, malheureusement. Est-ce que dans ta vie aujourd'hui de dirigeant, tu tires des leçons de cette expérience ? Oui, absolument. Parce que je pense que quand on a une situation, aujourd'hui, je pense que quand on a une situation administrative, peu importe quel que soit, parce que l'administration a plusieurs pans, eh bien, le sportif, si on arrive à le préserver, loin de ça, il peut aider à remonter la machine. Malheureusement, je pense que malgré l'expérience des personnes qui étaient en charge de l'équipe à ce moment-là, ça a été très difficile. Et puis, il faut le dire, c'est Saint-Étienne, ça fait beaucoup parler. Et donc, bon, non, mais j'ai beaucoup retenu de cette leçon, comme de cette situation, comme d'autres. On dit souvent que le foot va très vite. Saint-Étienne retrouve donc la deuxième division. Toi, tu es nommé capitaine pour cette mission remontée. Tu commences les 5 premiers matchs et puis tu es transféré à Manchester City. Qu'est-ce qui s'était passé cet été-là ? Eh bien, je suis transféré malgré moi. Parce qu'en fait, je suis prévu de partir dans une opération de dégraissage de salaire. Aloisio part, Papé Sarr part, Alex part. Et puis quand je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire si ces gars-là sur lesquels on peut s'appuyer pour remonter commencent à partir, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, je continue à croire quand même à l'équipe. Je dis non, c'est Saint-Étienne, nous sommes Stéphanois, on va remonter la pente. Et puis il se pose un problème, c'est qu'on me propose de partir. Mais j'ai pas de solution, parce que je n'avais pas demandé à partir. À partir du moment où on me propose de partir, je suis un peu pris de court et on commence à me proposer des destinations, il y a ci, il y a ça, machin, je me retrouve dans une histoire de Blackburn en Angleterre. Après, non, on n'est pas d'accord, c'est vous qui me proposez de partir, c'est vous qui ne voulez pas laisser partir, qui donnez des conditions pour me laisser passer. Ça me paraissait quand même assez bizarre, cette histoire. Et c'est quelque chose qui a été pour certaines personnes mal comprises, parce que les supporters, certains
je l'espère, on finit par comprendre ça. Et puis, bon, j'ai atterri à City. Et je suis allé, malgré moi, mais bon, c'est les choses du football. Et je suis allé, j'ai retrouvé aussi là-bas à peu près la même famille que à Saint-Étienne. J'ai fait mon bonhomme de chemin. L'Angleterre, c'était un championnat, une destination qui te faisait rêver, toi, en tant que footballeur? L'Angleterre, c'est une situation qui plaît. C'est une solution qui plaît à tout footballeur. Simplement que pour certains, ils préparent pour y aller. Pour d'autres, moi, je suis dans le cas des gens qui ne se sont pas préparés à y aller. Parce que quoi qu'on dise, le football anglais ou le championnat d'Angleterre est quelque chose d'assez spécial dans sa pratique, spécial dans son environnement. Et il faut être préparé à ça. Heureusement pour moi, je suis arrivé et là-bas aussi, j'ai rencontré des joueurs, un manager vraiment ouvert qui a compris ça, qui m'a donné le temps. Et puis on a fait les résultats qu'on a pu faire. À l'époque, Manchester City était déjà un club historique, mais n'avait pas la puissance financière qu'il a aujourd'hui. D'ailleurs, il jouait dans le stade de Main Road, c'était pas encore l'Etihad Stadium. Je jouais à Main Road, ouais. Tu as quel souvenir de ton passage là-bas, du club que c'était à ce moment-là? Oh là là. Mais c'était vraiment un Saint-Étienne bis. L'amour que les gens vous portent, la reconnaissance, la joie que vous avez quand vous voyez les gens, c'est exceptionnel. Et ce stade de Main Road était ce petit stade dans un quartier des personnes, vous voyez, la ville anglaise, pas la ville moderne anglaise. Et c'était exceptionnel parce que je crois qu'on n'a pas le même type de chaleur que quand on est à l'Etihad aujourd'hui, même si je pense que les supporters restent les mêmes dans leur envie de supporter leur équipe. Mais à Main Road, c'était exceptionnel. Vous aviez les mecs à 2 mètres. Hélas, l'équipe doit avancer. Les gros moyens sont arrivés et nous voyons les résultats que cette équipe-là fait aujourd'hui. C'est bien. Est-ce que tu as toujours des attaches, des contacts dans ce club et comment tu l'as vu évoluer justement financièrement? Oui, il faut dire qu'avec nous, quand j'y étais, je voyais l'équipe grandir financièrement. Il faut dire que l'équipe a réussi quand même à attirer Anelka, Robbie Fowler, Schmeichel, Matt Manaman, qui étaient des grands noms anglais, des garçons comme Ben Ali Benabia, Anelka, comme je l'ai dit tantôt, qui étaient aussi des grands noms du côté de la France. Et c'était déjà des signes que cette équipe-là va grandir. Et puis, ça va vraiment. On avait une catégorie, une classe de joueurs qui était quand même des garçons qui comptaient. Oui, on avait une grosse équipe. Et on voyait cette envie de l'équipe à se développer. Et ça ne m'étonne pas de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'elle pourrait aller encore plus loin. Et tu as toujours des contacts avec des personnes de là-bas? Oui, je continue à parler avec quelques anciens joueurs. Quand je suis en Europe et que je pars à Manchester, j'ai beaucoup de plaisir à aller voir un match et être encore reconnu par quelques supporters. Tous les clubs anglais, pour la plupart, réservent un accueil chaleureux à ceux qui ont fait l'histoire, qui ont eu la chance de faire quelque part avec eux. Ça me fait chaud au cœur, tout comme quand je suis en France et que je suis à Saint-Étienne. Tu parlais de Nicolas Anelka il y a un instant. J'ai lu que tu avais failli signer au Paris Saint-Germain dans le cadre de son transfert à lui pour Manchester City. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, je devais signer à Paris. Et d'ailleurs, j'avais passé la visite médicale avec Fernandez. Tout avait été OK. Mais toujours ces problèmes d'intérêt de club. Je crois qu'il y avait une clause avec Saint-Étienne et puis ils se sont pas accordés là-dessus. Donc finalement, ils ont fait avec un autre joueur, Alioune Touré, qui était avant un garçon qui avait joué à Nantes. Donc Paris ne s'est pas fait. Bon, c'est le destin. Tu es quand même parti de Manchester City cet été-là et tu as beaucoup bougé. Je crois que tu as fait 2 ans en Allemagne, une demi-saison en Turquie, une en Suisse, une en Championship à Southampton, et puis la Grèce pour finir. Tu as quel ressenti sur ce parcours, sur les choix que tu as fait sur le moment?
Alors, je dois dire quand même que j'étais un joueur qui n'était pas un garçon qui privilégiait de se faire beaucoup d'argent ou de se faire absolument de l'argent. Ce qui m'a toujours conduit, c'était le jeu. Alors, quand je parle de Manchester, simplement, j'estime que j'ai pas assez de temps de jeu et que Manchester City n'accepte pas de me laisser partir dans des clubs anglais de même niveau qu'eux, et ils préfèrent me garder sur le banc de touche, mais moi, ça ne m'arrangeait pas. Donc, à ce moment-là, j'ai eu un coéquipier qui jouait du côté de l'Allemagne, Bill Chato, pour ne pas le citer, avec Eric Guéret, qui ont sollicité à m'avoir. Donc, je ne connaissais pas le championnat allemand. Je le connaissais de comme je le voyais à la télé, comme tout le monde. Et donc, j'étais un peu assez interrogatif et voilà. Bon, j'ai discuté avec Keegan, qui lui avait joué, je crois, à Stuttgart, un truc comme ça. Et Bill Chato qui m'ont convaincu d'y aller. Eh ben, je suis allé voir, je dis à Keegan, c'est bon, il me reste 2 ans de contrat, j'arrête le contrat, je pars en Allemagne. Et je suis allé en Allemagne, une autre culture, voilà, je suis arrivé dans un club qui est aussi un club de famille, Kaiserslautern. En fait, je vous l'ai dit, et vous verrez dans ce cheminement que je suis tombé que dans ce type de club-là. Et voilà, des gens qui avaient du cœur, qui avaient d'autres valeurs. Voilà. Et moi, j'ai fait mon chemin modestement là-dedans. Et puis, quand ça n'allait plus, parce que, comme je vous l'ai dit, si je joue pas, j'ai pas d'intérêt plein. Je trouve pas pourquoi. Je m'assois dans une équipe où je joue pas. Pas par prétention, mais simplement que je veux jouer. Moi, je veux jouer. C'est ça qui m'intéresse. Donc, dès que ça a commencé à moins jouer, ben, j'ai dit trouver une solution. La première solution qui s'est présentée, c'était d'aller en prêt en Turquie, une autre destination. Et bien, je suis allé dans une équipe où précédemment étaient passés des Africains. Je me suis dit, et c'est simplement ça qui a jugé, qui a fait ma décision. J'ai dit, tiens, Agali y est, c'est le Nigérian, Cyril Domoro est passé par là, ça doit pas être mauvais. Voilà. Eh ben, je suis allé, je me suis planté un peu. Et puis, je suis revenu en Allemagne. Malheureusement, je suis revenu en Allemagne, je n'étais pas en très bon terme avec mon entraîneur. Bon, il avait ses raisons. Bon, je les respecte. Hein. Je n'aurais pas refaire le débat ici. Je suis resté, on ne s'entendait toujours pas. Et je suis parti en Suisse parce qu'un coéquipier, Kyriakos Sodza, avait pris une équipe en Suisse, Lucerne, qui venait de monter en première division. Et c'était une jeune équipe. Kyriakos m'a appelé, il me connaissait, il m'a dit, écoute, Lucien, je pense que tu peux nous aider. Et tout. Et moi, j'avais besoin de temps de jeu. Peu importe où il fallait jouer, l'essentiel pour moi, c'était de jouer et de prendre du plaisir. Je suis parti à Lucerne. Et pareil, j'ai rejoué. Et quand j'ai eu l'opportunité de repartir en Angleterre, j'ai pas hésité. Malheureusement, je suis arrivé à Southampton. J'ai pas de mots. Et une fois de plus, j'ai dit, écoutez, bon, ça commence à me fatiguer. C'est comme ça que j'arrive en Grèce. Et là aussi, je suis fortement trompé. Là, c'est vraiment s'être trompé. Fatigué, lassé de tous ces problèmes-là. Je voulais bien revenir à Saint-Étienne avec cet entraîneur qui était à Bastia avant. Frédéric Antonetti ? Antonetti, exactement. Ça, c'était pas fait. Et pourtant, je lui avais dit, même s'il fallait revenir pour 0 francs à Saint-Étienne, eh ben, je venais. Malheureusement, je sais pour quelle raison, ça s'est pas fait. Je suis rentré et puis des problèmes personnels. J'ai perdu mon papa, j'étais dans un divorce, et puis j'ai dit, bon, oh, ça va, j'ai plus la tête à faire tout ce travail-là. J'ai décidé de m'arrêter, tout simplement. Parce que j'avais plus assez de force pour d'une part aller sur les terrains de football, avoir une exigence professionnelle que l'on demande à un joueur professionnel, retournant à la maison, avoir la tête dans des conflits, avoir l'image de son papa qui défile. Bon, j'ai tout arrêté, j'ai dit c'est bon, ça suffit pour moi comme ça. Et basta, terminé. C'était un vrai choix de ta part, parce que certains joueurs étirent un peu leur carrière en allant dans des destinations, on va dire, exotiques, prendre un peu d'argent. Toi, c'était hors de question ? Non, c'était hors de question. Et Dieu seul sait que j'ai eu des propositions. J'ai eu des propositions. J'en ai eu. J'ai dit, j'ai plus la force mentale
Parce que je pense que il faut être capable mentalement d'accepter de faire des courses. Et moi, je n'avais plus cette force-là. Et je ne voulais plus forcer. Je ne voulais pas forcer pour avoir ces forces-là. Je ne voulais pas me mentir à moi-même. J'ai simplement arrêté. Voilà. Vraiment, sans autre forme de procès, j'ai arrêté. Plusieurs fois, tu as dit que tu t'étais trompé dans tes choix de club. Est-ce qu'avec le recul, tu as compris ce qui s'était passé? Et surtout, toi qui as côtoyé les jeunes Camerounais U17, est-ce que tu as pu leur donner des conseils pour que justement ça ne leur arrive pas? Mais je leur en donne tous les jours. Je leur en donne tous les jours. Et je leur dis toujours, modestement, j'ai le parcours d'un garçon qui peut vous éviter des turbulences. Parce que j'ai côtoyé, j'ai joué en France, j'ai joué en Angleterre, j'ai joué en Allemagne, qui sont quand même, qu'on le veuille ou pas, 3 grands championnats du top 5. J'ai joué en Turquie, j'ai joué en Grèce, j'ai joué en Suisse. On peut les classer comme on veut. Donc, je connais un peu comment ça marche. Et j'ai été ballotté aux intérêts de d'autres personnes. Quel est bien? Des gens qui me disaient, tu vas jouer. Mais en fait, ils s'étaient arrangés pour autre chose. Et je le découvrais quand j'arrivais. Et comme je pense que j'étais un garçon qui avait un certain nombre de principes, mais je disais, ça ne me convient pas. Moi, je suis venu pour jouer. Si les gens se sont arrangés pour autre chose et que moi, je ne joue pas pour contenter ces personnes-là, donc on arrête tout. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas prendre du plaisir dans ce que vous faites comme travail, alors vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. C'est tout. Est-ce qu'on peut s'attarder une seconde sur le fait que tu aurais pu donc revenir à Saint-Étienne, parce que les supporters stéphanois doivent nous écouter et je pense que c'est quelque chose qui les intéresse. Qui est-ce qui avait refait le contact entre toi et le club? Comment ça s'était passé? Je ne me souviens plus qui avait refait le contact avec Saint-Étienne, mais je me souviens avoir échangé avec Antonetti. Et je lui avais dit que oui, j'étais intéressé à revenir. Il m'avait dit très bien, Lucien, on va s'accorder. Je lui avais dit, je n'en fais pas une question d'argent. Cette équipe m'a porté. Cette équipe, c'est la base du footballeur que j'étais. Je gagnerais à y retourner. Peut-être que je vais me reconstruire. Et elle était dans une phase qui ressemblait un peu à celle que j'avais connue quand je suis passé professionnel à Saint-Étienne. Et malheureusement, Antonetti n'a plus donné signe de vie. Et donc, j'ai compris qu'on n'en voulait pas. J'ai pas forcé les choses. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est un petit regret aujourd'hui pour toi? Non, pas du tout, parce que je respecte le choix des gens. Je respecte le choix des gens. Et puis, non, ce qui est fait est fait. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si je dis aux Stéphanois supporters qui nous entendent, qui vont nous dire, oui, c'est un regret. Bon, ça change rien. C'est fait, c'est fait. Maintenant, comme je dis, je prends beaucoup de plaisir à venir à Saint-Étienne. Et Dieu seul sait que quand je suis en France, je viens à Saint-Étienne, je me balade, je rencontre quelques personnes, je me tiens au courant des résultats de la vie du club. C'est très bien. Ouais, j'avais prévu de terminer par ça, mais ça sera mon avant-dernière question. Que représente aujourd'hui Saint-Étienne dans ton parcours et est-ce que tu reviens donc régulièrement? Oui, je reviens. Chaque fois que je suis en France, je viens à Saint-Étienne. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait mais pourquoi tu ne reviendrais pas et puis tu verras avec le club s'il y a possibilité d'intégrer. J'ai dit oui, je veux bien, mais bon, moi je suis en Afrique. Je crois que Saint-Étienne, si ça les intéresse, ils pourraient me proposer de travailler pour Saint-Étienne en Afrique, par exemple. Pourquoi pas, je pourrais remonter des informations sur des jeunes joueurs en Afrique qui pourraient les intéresser. Maintenant, vraiment, je pourrais faire ça que de l'Afrique. Parce que je pense que si je revenais en France et que je venais à Saint-Étienne, vraiment, je ne vais pas être plus modeste ou plus royaliste que le roi, mais je veux être simplement réaliste. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ce que je peux faire à Saint-Étienne, mais il y a très peu de gens qui peuvent faire ce que je peux faire pour Saint-Étienne en Afrique. Et je gagnerais et j'apporterais plus à Saint-Étienne si je venais aider à faire quelque chose pour Saint-Étienne en Afrique. Après, c'est à Saint-Étienne de voir, franchement. Mais je vous dis que je suis l'actualité de Saint-Étienne le jour le jour.
au jour le jour. Voilà, on peut pas, c'est très fort, c'est plus fort que ça. On peut pas mesurer ça. Il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que ça représente. Je parle avec des amis qui ont joué dans d'autres clubs, mais je leur dis, OK les gars, mais je vous dis Saint-Étienne, c'est particulier. C'est pas de la flagornerie, c'est la réalité. C'est une affaire de cœur. Et quand c'est le cœur, c'est plus fort que tout. Heureusement ou malheureusement. Voilà. Comme je te le disais juste avant qu'on démarre l'enregistrement, j'avais fait un sondage il y a quelques semaines, quelques mois, en demandant la personnalité que les gens aimeraient écouter dans le podcast. Ton nom est revenu à plusieurs reprises. Et ce qui est revenu aussi, c'est que certaines personnes disaient que par rapport au potentiel qu'ils avaient pu voir à Geoffroy Guichard, ils estimaient que tu aurais pu peut-être aller plus haut. Est-ce que c'est un avis que tu partages ? Chez nous, on dit que quand 1, 2, 3 personnes pensent quelque chose, elles ne sont pas forcément dans le tort. Oui, je partage cet avis-là. Mais je dois dire que une carrière, c'est des rencontres. Des rencontres avec les opportunités que vous avez. Et voilà. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'ils le sauront. Ils le savent, ça. J'aurais pu signer à l'OL. Malheureusement, ça ne se fait pas. J'aurais pu signer à Paris, ça s'est pas fait. J'aurais pu signer à Monaco, ça s'est pas fait. C'est des signes de destin. Qu'est-ce que vous voulez faire à ça? Voilà. Mais moi, j'ai essayé de donner le maximum de moi à chaque fois que j'ai été sur un terrain de football, que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. C'est pour ça que ça me touche beaucoup que vous ayez fait ce sondage et que des gens disent « Ah, on aimerait entendre Lucien, nous pensions que c'était un joueur qui aurait pu aller plus haut. » Eh bien, ça me touche beaucoup. C'est vrai que quelquefois, ces marques de sympathie, je les ai, comme je le disais tantôt dans les rues de Saint-Étienne, et ça me touche beaucoup, ça me touche énormément. Est-ce que, justement, tu veux que je te laisse le mot de la fin pour exprimer un message aux supporters stéphanois ? C'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est des supporters exceptionnels, sans flagornerie. C'est des supporters qui savent porter leur joie, qui savent porter leur club. Et que vous ayez touché leur cœur, c'est pas toujours évident. Que cette sympathie-là me soit revenue aujourd'hui, eh ben, je leur dis qu'on est vers un jour, on est vers la vie. Donc, je suis avec eux, je suis un supporter de Saint-Étienne dans l'âme et je resterai vers. Mais écoute, je te propose qu'on termine là-dessus. Merci beaucoup, Lucien. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir échanger ce temps-là avec toi. Et puis, j'espère pouvoir te dire à bientôt à un de tes passages à Saint-Étienne. Ben, s'il y a une sollicitation, je reste ouvert. Je veux aider Saint-Étienne, je peux aider Saint-Étienne. Eh bien, mon ami Roland Robéier, qui sait comment je suis passé professionnel à Saint-Étienne, sait ce que je peux faire parce que je suis un garçon de défi. Merci à Lucien pour sa disponibilité, à vous d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout, et un grand merci encore à Franck Simon, journaliste à France Football, qui l'a rendu possible. Si ça vous a plu, merci de partager le lien du podcast au plus grand nombre. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Pour prolonger la discussion, faire des remarques ou donner des idées, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Écrivez-moi aussi à dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve très vite. Ciao!